beat, and everybody in the world will understand. Jodel macht mich glücklich und alle wissen, worum es hier geht. Wittes Highspeed, Schweizer Tempo, den Jodler schicken wir heute um die Welt. C'est bon là, vous avez compris qu'on va parler de la Suisse ou pas? Hello there. Oh merde. Guess who's back? Me, motherfucker! Bonjour, bonsoir à tous. Merci, bande de psychopathes. Merci à tous ceux qui ont répondu à mon appel, qui n'était pas un appel d'ailleurs, mais bon, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça y est, je commence à jouer ma Starlet, on m'offre des trucs. Écoutez, merci à tous ceux qui m'ont offert presque tout, sauf le froc. Ce qui vous indique a priori ce que nous allons faire. Une arme au Savoyard. Non, pas du tout. Absolument pas, ne dites jamais ça hein, aux Savoyards par pitié. Les croix de la branche au Savoyard, elles vont jusqu'au bout. Les croix suisses, elles s'arrêtent au milieu. Une arme suisse que je voulais vous faire depuis extrêmement longtemps. Je vous expliquerai après pourquoi. Le revolver d'ordonnance modèle 1882. Enfin! Alors, ça faisait une chier de temps que je vous l'avais promis. Et pourquoi je vous l'ai pas fait, du coup? Depuis 4 ans que je l'ai. Pourquoi j'ai attendu? Bah parce qu'en fait, elle risquait d'être surclassée en B. Et dans ce genre de cas, bah t'essaies de rester un peu sous le radar, quoi. Donc je me suis dit, attendez, je vais peut-être pas vous le montrer tout de suite, là. 2 secondes. Mais du coup, comme il a pas été surclassé en B, et que moi-même, j'ai ma B depuis pas mal de temps maintenant, pourquoi je vous l'ai pas fait? Bah parce que j'avais pas de 82-29. Maintenant si. Donc je vais pouvoir vous faire toute la série. Alors c'est vrai, j'ai un petit plaisir coupable. J'aime bien l'histoire de l'armement suisse. C'est fascinant, franchement. J'ai vraiment l'impression d'être un de ces biologistes explorateurs, là, en Afrique équatoriale. Vous voyez où... Vous savez, ceux qui voyaient un perroquet tellement incroyable dans une branche, là, qu'il fallait impérativement le plomber et lui fourrer de la paille dans le cul, sinon jamais on vous croira quand vous serez rentré à Paris. Bah, un peu pareil. Ça veut dire que tu veux fourrer de la paille dans le cul d'un Suisse pour le rapporter à Paris? Oh, mais ta gueule, toi! Putain, mais qui aurait envie de faire ça? Ah, zut. Ah oui, zut. Comment ça, zut? Non, mais pardon, monsieur, pardon. Je vous jure qu'on va vous enlever ça. Attendez. N'empêche, j'avoue, c'est dingue la quantité de paille qu'on peut rentrer dans cette espèce-là. Ah, mais tais-toi et tire, abruti! Non, franchement, c'est un monde à part. C'est vraiment du dépaysement pur, mais à une demi-heure de chez moi. J'ai même pas besoin d'aller à Bali, vous voyez. Jusque-là, c'est le revolver modèle 1872-1878, modifié 1878, qui était proposé à tous les officiers et à coût réduit. Tiens quand même à dire, je sais pas comment c'est maintenant, mais à l'époque, l'armée suisse était vraiment parmi les plus grosses râpes que je connaisse. Ce qui est plutôt logique pour un pays où il y a tellement de fromage. Pour vous donner un exemple, ça c'est un vétéran suisse qui m'a raconté ça. À l'époque, les baïonnettes suisses que vous connaissez, la 1918 en tête, rouillaient. Elles rouillaient naturellement parce qu'elles étaient polies. Et donc elles rouillaient. Et ben, le soldat avait le choix, soit il payait le nettoyage, soit il payait le nickelage. Mais tout ça sur sa bourse. C'est suisse, je vous jure. Que ça vous dise ou que ça ne vous dise pas, c'est le même tarif. Bon bref, les officiers sont loin d'être satisfaits du 78. Ils lui reprochent, entre autres, un poids beaucoup trop considérable, un volume bien trop important qui rend l'arme assez peu transportable, un recul trop violent, source d'appréhension et donc de coups de doigt et donc de déviation, et
une munition trop volumineuse et trop lourde. Pour remédier à ces inconvénients-là, il y a une commission qui a été déjà formée depuis quelques années, et eux, ils sont chargés de réfléchir à éventuellement un revolver qui serait en 9 mm. Mais la commission a l'air d'être sûre qu'un revolver en 7 mm, ça pourrait être aussi précis et aussi capable en termes purement guerriers, en termes purement de létalité, vous voyez. Et ce modèle, ce sera celui-là. Pour la petite anecdote, c'est aussi là qu'on a retiré du service l'éphémère mitrailleuse suisse modèle 1874. Vous savez, c'est celle qui faisait tac, 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 tac toutes les demi-heures et tic, 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 tic tous les quarts d'heure. Bon, on va commencer par un petit peu de tir et vous m'en voudrez pas, on reparlera de la munition, la 7.5 Ordnance. 32 Smith & Wesson Watt Cutter aujourd'hui, hein. Parce que la 7.5 Ordnance, j'en ai, ça vaut presque 100 balles la boîte, donc non. Ah, je vous aime bien, mais faut peut-être pas déconner, sachant que ça, ça fera plus ou moins l'affaire. Et que comme vous le savez, je me fous complètement de ce que je fais en cible. Très sincèrement, je m'en tape. C'est bien quand ça arrive, mais si ça arrive pas... Sortons-nous 5 munitions, toujours par 5, hein, dans un souci de gestion des boîtes. Et let's go. Commençons par un petit peu de simple action. Ça fait une éternité que j'ai pas tiré avec ce truc. Alors déjà, la poignée est fine. Je vais prendre point visé, point touché, on va voir. Voilà. Parfait, allons voir. J'ai l'impression que j'en ai deux à gauche. Oui, bon, dans l'ensemble, elles sont toutes à peu près à gauche d'ailleurs, mais je pense que ça vient de moi. Je vois pas comment ce truc pourrait être désaxé. Non. De toute façon, c'est fixe, hein, donc... Je ne vois vraiment pas comment ce serait possible. Donc, le 32 Watt Cutter, c'est vraiment pas l'idéal dans ce genre de truc. Ça fireform assez fort, mais... Écoutez, ça fonctionne. Ça fonctionne. Je dis pas que ça fait des miracles, mais ça fonctionne. Autant, c'est vrai, sur le Rasgasser, c'était une assez bonne solution, et je persiste. Autant sur celui-là, c'est pas idéal, mais ça suffit. Vous voyez, bon, je suis sur 34-34 à 25 mètres, et ça le fait. Je dis pas que c'est merveilleux, mais ça le fait. Alors en fait, si vous me voyez redescendre, etc., c'est parce que, je sais pas si vous remarquez, mais en fait mes douilles reculent pas mal, et ça coince contre le cadre. C'est pour ça en fait que je fais ça. C'est vraiment le seul inconvénient majeur que je vois. Et encore majeur, c'est très relatif, quoi. Hop là, voilà, donc baguette, hein, bien entendu sur le côté. Baguette imperdable, et qui sert également au démontage, puisque dans cette position, elle est verrouillée. Dans cette position, elle sert à rien. Ah oui, c'est vrai. Dans cette position-là, elle sert à rien. Dans cette position-là, elle sert à éjecter. D'ailleurs, elle n'est pas montée sur ressort, hein. Ça, c'est un des trucs... Bof. Et dans cette position-là, elle sert au démontage de l'arme. Parce qu'elle... Comment vous dire? Elle surélève le ressort qui est là. Elle le pousse. Et ça sert à démonter. Ici, je peux vous montrer, remarquez. Voilà. Ce ressort, en fait, maintient l'axe. Hop, grâce à ça, on peut retirer l'axe, et donc on peut retirer également le... barillet. Reviens, cochon, c'était de barillet suisse. Ça marche bien, c'est suisse. Comme je vous disais, la commission décide que un 7 mm, ce serait pas mal. Un petit calibre. On est en plein dans la phase de restructuration de l'armement européen de la fin du 19e et en plein dans l'effort de réduction des calibres qui est commun à plein d'armées. Même s'il faut quand même admettre, les Suisses ont un tout petit peu d'avance sur la majorité. Et sur cette base d'un revolver en 7 mm, eh bien, les prototypes les plus aboutis, ceux qui ont le plus de chances d'aboutir, ont été présentés par le colonel Rudolf Schmidt. Ou Rodolphe Schmidt. J'ai l'impression qu'il y a les deux. Peut-être que c'est une... comme la Suisse est polyglotte, n'est-ce pas? C'est un pays à 3 langues. Peut-être y a-t-il une orthographe française et une orthographe allemande. Rodolphe serait sans doute l'orthographe française et Rudolf sans doute l'orthographe allemande, je ne sais pas. Le colonel Rudolf Schmidt, donc, né à Bâle en 1832. Ah, putain, j'ai un truc qui me gratte. Ah, pardon. C'est mon allergie à la Suisse allemande.
ça va passer. Qu'il ne faut pas confondre avec le Generaloberst Rudolf Schmidt, ni avec le ministre Rudolf Schmidt, ni avec la cuisine Schmidt. Parce qu'apparemment, Schmidt, il y en a beaucoup. Ses parents le destinaient à l'industrie de la soie. Mais figurez-vous que lui, il préfère pas faire dans la dentelle. Ah, je suis prêt pour être tonton, moi, je vous jure. Engagé dans l'infanterie en 1853, lieutenant en 1855 et capitaine en 1860, si ma mémoire est bonne. Ce Schmidt aimait les questions techniques. Petite anecdote, l'État fédéral en 1861 lance un petit concours pour l'inventeur d'un nouveau fusil de précision destiné à l'armée, un fusil de précision de petit calibre. Et bah, c'est notre Rudolf qui gagne le premier prix, et ça lui vaudra en 1864 sa nomination comme contrôleur d'armes, et en 1867 comme contrôleur en chef. Grâce à ça, il est carrément mis à la tête de la commission, qui sera chargée d'étudier un problème un tout petit peu plus important, celui de la réduction de calibre et d'une nouvelle arme pour toute l'armée, pas juste pour les tireurs de précision cette fois. Et ce sera le futur Vetterli. En 1871, c'est grâce à lui que la fabrique fédérale d'armes naît. Provisoirement dans un premier temps, et puis en 1875, définitivement. Il sera donc le premier directeur de la Waffenfabrik Berne, et il le restera 24 ans. En 1880, donc, il est à fond dans cette histoire de nouveaux revolvers, là. Et il crée un truc qui ressemble un peu au 1878, mais avec le perfectionnement Abadi. Bah alors les Suisses? Bah alors? C'est pas très suisse, ça, hein? Je me moque, mais je sais que vous avez de l'humour. Hein? Un système Abadi, donc, et en 9 mm. La commission fédérale qui s'en occupe teste le truc et trouve que ouais, c'est bien, mais tu pourrais faire encore plus petit. Parce que visiblement, eux, ils ont rien à compenser. Et donc en 1881, il améliore le truc, il le fait en 7,5 cette fois, et il le dote du système d'éjection automatique Krauser. Le Krauser, en gros, c'est une sorte... c'est une tige, d'ailleurs, exactement au même endroit que la tige qu'on a sur le 82, à droite de l'axe central. Et ce système permet une éjection automatique des douilles à chaque fois qu'il y a une chambre qui passe devant. C'est génial, sauf que si par malheur la douille colle, on a un problème. Parce que si le bidule ne va pas en fond, eh ben, il ne peut pas revenir en avant. Et donc s'il est bloqué, tout bloque. Et on a une grande tige en travers du barillet qui est là pour bloquer, quoi. C'est bien, mais pour une arme militaire, c'est pas assez fiable. Et donc, en 1882, la commission doit enfin choisir entre les 3 revolvers. Le 1880 de Rudolf Schmidt, le 1881 de Rudolf Schmidt, et le 1881 avec système Krauser de Rudolf Schmidt. Ah, là, c'est sûr, le choix est complexe, hein. Schmidt ou Schmidt? On se croirait dans un bureau de vote en soviétique dans les années 40. Retirons un petit peu. On va déjà essayer de la double action. Oh, sa mère, c'est dur! La double action est très dure. Elle est vraiment... Non mais... Là, vous le voyez, j'ai le doigt enfoncé, hein. Encore une fois. Ouais, c'est très très dur. C'est très très dur, mais ça reste très souple. Il n'y a pas de point d'accroche. Ça vient naturellement. C'est juste dur. Bon, le coup du 32, là, ça va, hein. Bon, alors c'est vrai que ça fireform de dingo. Et ça fireform pas droit. Il y en a une ou deux que j'ai vu fendre. Mais le reste, bon... Ça va. Écoutez, ça va. C'est pas idéal, encore une fois, mais attendez voir. Qu'est-ce que j'ai fait comme carton? J'en vois... Je crois pas que j'en ai mis d'autres encore plus à droite. Ouais, si, une ou deux. Une ou deux, mais... Oh, oui, Fiocchi fait la 7.5 Ordnance. Il y en a d'autres qui font probablement la 7.5 Ordnance, peut-être PPU, je sais pas. C'est pas l'idéal, on est d'accord. Ça pourrait être nettement mieux, et je ne sais pas pourquoi est-ce que j'ai une furieuse tendance à... Tiens, faites voir. Alors, attendez voir. Arme parfaitement vide. J'aimerais juste voir un truc. Bah non, pourtant je décale pas. Je décale pas, donc c'est pas ma position qui pose problème. Alors pourquoi est-ce que je décale autant à gauche? Ça c'est... La plupart des droitiers avec un peu d'expérience, on décale à gauche. Voilà. Parce que quand on a fini d'enrouler, eh ben on pousse. Totalement, on a le défaut inverse. Maintenant, oui, ça m'arrive effectivement de décaler, mais pas à ce point, quoi. Là, je comprends pas. Alors, continuons, on va essayer d'une main, cette fois. Cette casquette helvétique est hautement qualitative. Vu ce qu'elle a dû coûter, ça ne m'étonne pas. Et pour les autres qui m'ont envoyé des fringues, oui, parce que oui, il y en a eu d'autres.
Rassurez-vous, ce n'est définitivement pas le dernier épisode que je ferai sur une arme suisse. Grand bonheur, n'est-ce pas? Donc j'aurai le temps de les mettre, vos fringues. Ne vous inquiétez pas. Je vous remercie tous infiniment. Ça me gêne, mais merci. Ça gigote, mais c'est pas désagréable. C'est pas désagréable du tout. Oh que c'est dur. Ouais, c'est vraiment très dur. Petite réaction vite fait. Donc là j'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, j'ai l'impression, hors du noir. Attention. Ah, vous n'envahirez pas la Suisse! J'ai fermé les yeux comme un tarbat, je sais pas pourquoi. Et ne vous inquiétez pas, je suis au courant parfaitement que les Suisses n'ont pas cet accent. Ça, c'est l'accent ovomaltine, il correspond à rien du tout. Salut, j'ai 8 secondes pour vous dire que la barre ovomaltine, c'est de la dynamique. Je vais finir par épuiser votre patience à force de me foutre de vos gueules. Hein. Ouais. Non, mais vraiment, je vous aime bien. Amis suisses, vous représentez, je crois, 2,3% de la chaîne et votre humour vous honore. Et donc bon, pour finir l'histoire, après les essais, c'est le 1881 en 7,5 mm qui remportera la faveur de la commission. Même si son système n'a pas été choisi, Ernest Krauser, qui était donc contremaître à la Waffenfabrik, perd pas tout dans l'histoire. Puisque c'est à lui qu'on va confier le soin extrême de faire la baguette d'éjection. Quelle gloire. À noter quand même qu'à l'époque, techniquement, ce truc-là, c'est ce qui se fait de mieux en Europe. Avec le 86 portugais et le Fagnus. Et surtout, ils ont une décade d'avance sur nous en termes de réduction de calibre. Bah oui. En France, jusqu'au 87, tous les revolvers sont 11 mm. Et il faudra attendre 92, le fameux 1892, pour qu'on sorte enfin un petit calibre en grande série. Donc, ce revolver a été fabriqué de septembre 1883 jusqu'à novembre 1932. Il en sera fait plus de 37 000 militaires et un peu plus de 2000 privés. Il fait 750 grammes, ce qui est plutôt raisonnable. 235 mm en tout, 115 de canon. Il est très élancé. J'aime bien cette esthétique. Il est fuyant vers l'avant. D'un calibre de 7 mm et demi, il a une tolérance entre 7,40 et 7,60. En dessous de 7,40 et au-dessus de 7,65, c'est le rebut direct. La munition, c'est la 7,5 Ordnance modèle 1882. C'est celle-ci contenue dans ces boîtes. C'est une percussion centrale, un étui, hop là, à bourrelet. Et vous remarquez, je ne sais pas si vous le voyez, mais les balles, qui sont pourtant chemisées, sont enduites de graisse. Mais genre, ils ont plongé dedans, quoi. Je ne sais pas pourquoi. Elle sera, tout le long de sa vie, à poudre noire. Oui, cette arme est une arme à poudre noire, et le suivant aussi, le 82-29. Il y aura des fabrications à poudre vive, oui. Il y a un assez grand nombre de fabrications... certaines à poudre vive, certaines à poudre noire, avec des fabricants civils ou pas, ou machin. C'est le bordel, j'ai pas tout retenu, sincèrement. Mais les munitions militaires d'époque sont à poudre noire. La poignée, vous remarquez que moi j'ai une poignée bois que j'aime beaucoup, poignée bois avec des grosses cannelures des deux côtés. Ces poignées arriveront à partir du numéro 20 000. En dessous du numéro 20 000, ce sont des plaquettes en caoutchouc durci. Ah mais si, j'en ai. Si, mais tout à fait. Attendez. Voilà, c'est lui. Alors, faites pas attention au revolver, il est pas très beau, mais ce sont ces plaquettes-là en caoutchouc, théoriquement noir, mais là, bon, elles ont un petit peu éclairci, donc elles sont brun-vert, là, comme ça. Donc, avec la grande croix suisse d'un côté, et puis rien de l'autre, quadrillé, comme ça, c'est sympathique, mais... Ouais, la prise en main, je sais pas si je préfère pas celle-là, mais esthétiquement... Esthétiquement, pardon, mais pour ma part, il n'y a pas photo. Hein. Bon, voilà. Donc, vous avez pu remarquer le système Abadi, qui fait que quand il y a action sur la queue de détente et que la portière est ouverte, eh bien, le chien ne bouge pas. Il n'y a que le barillet qui bouge. Ça, jusque-là, tout le monde le sait. Ce que moins de gens savent, c'est que quand on arme le chien et qu'on ouvre la portière, l'arme se met en sûreté. Elle est complètement bloquée. Et dans les premières variantes, figurez-vous, quand on faisait ça et qu'on appuyait, eh bien, le chien repartait sur sa position de demi-armée. Le problème, c'est que ça sollicitait la cam, mais alors, fort. On lui tapait dessus avec une putain de masse. Et parfois, ça se brisait. Et là, c'est pas bon. C'est pas bon parce que ça va percuter.
Et ben, si t'es tranquille en train de plup, et qu'en face il y a ton pote, bah ton pote il est mort. C'est embêtant, même en Suisse. Et donc, à partir de 1887, dès le numéro 1501, eh ben, on modifie le truc. Et donc, à partir du moment où la portière est ouverte et le chien armé, il n'y a plus moyen de faire un départ de coup. Alors, ce revolver connaîtra pas mal d'améliorations au fur et à mesure de sa carrière. On va pas toutes les passer parce qu'il y en a eu beaucoup et c'est archi mineur. Mais il y en a quand même une que je vais vous montrer parce que ça vous permet, éventuellement, de remarquer que votre 82 est putain de rare. Genre putain de rare. Vous voyez, juste après le cadre, le canon démarre par une toute petite section ronde, circulaire. Et après, ça devient un octogone. Ben, les premières versions, jusqu'au 1500, jusqu'au numéro 1500, n'ont pas cette section circulaire. Ça, c'est rarissime. La Fabrique fédérale de Berne avait passé contrat avec un certain nombre de sous-traitants, et notamment avec SIG, la société industrielle. Je sais plus ce que ça veut dire. Ce qui fait qu'en France, chez nous, par exemple, la législation a considéré que SIG avait été fabricant de 1882. Jamais, ça n'est pas arrivé. En 1886, il y a 18 entreprises qui faisaient des pièces pour la Waffenfabrik. Et figurez-vous que leur livraison représentait 67% du coût total de l'arme. Ah, les frais postaux, c'était vraiment pas mieux avant, hein. En 1885, l'armée suédoise est à la recherche d'un nouveau revolver. Et évidemment, ils s'intéressent de près au modèle 1882, qui est un monstre de technologie, qui est un parangon de modernité à ce moment-là. Et ils le soumettent donc à des essais, et à quelques détails majeurs près, oui je sais ça veut rien dire, ils sont plutôt favorables. Seulement voilà, ils lui reprochent notamment sa portière de chargement, qui, selon les Suédois, aurait une furieuse tendance à s'ouvrir quand on met l'arme à l'étui. Donc visiblement, un Suédois, ça met son arme à l'étui comme ça. Il lui reproche aussi son ressort de percussion un peu faible. C'est vrai que par rapport à la moyenne européenne du même moment, c'est un peu faible. Enfin, pas tant que ça. Je pense que les Suédois ont surtout voulu éviter la facture extraordinairement salée que lui aurait envoyé le Conseil fédéral. Mais bon, ça n'est qu'un avis personnel, hein. C'est suisse, je vous jure. Que ça vous dise ou que ça ne vous dise pas, c'est le même tarif. C'est le même tarif. Tarif. Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement. Bref, ils finiront par sortir le 87 suédois qui est un mix entre celui-ci, le 82 suisse et le Nagant belge. Et selon moi, c'est un petit peu inférieur justement au revolver suisse. Mais je vous en ai déjà parlé, je vous l'ai déjà montré. Je trouve qu'il est un tout petit peu moins bon. Il est super beau, ceci étant. Truc marrant et totalement inutile. En 1883, le prix du revolver modèle 1882 était de 43 francs. Or, il y a 43 pièces dans ce machin. 1 franc la pièce. Ça va, ils sont pas trop chiants ces Helvètes, hein. Bien, nous allons tirer un petit peu et je vous rappelle que ce truc est un revolver d'ordonnance, destiné potentiellement à un officier doté d'un sabre. Oui, car le sabre est indissociable du suisse. Je sais pas pourquoi, mais il est indissociable du suisse. Voilà. Il est censé sans doute se porter de l'autre côté, mais c'est... Putain, bon, on s'en fout. Voilà. Putain, il va y avoir un grand bras, hein. Ouais, bon, écoutez. On s'en tape, c'est pour s'amuser. Et comme ça, j'ai un sabre à la ceinture, c'est pas souvent. Bien. Alors, donc, le revolver se tient... Silence. Le revolver se tient dans la main gauche, le sabre dans la main droite, comme tout bon cavalier. On va y venir, mais j'ai ça. Tagada, 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 ta ta, tagada, 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 ta ta. Oh putain. Je vais déjà me trancher la jugulaire. Ça va bien commencer, putain. Taillot! Taillot! Une fois! Non, ça c'est des... Taillot! Ah putain! C'est la douille qui bloque. Ah! C'était misérable. C'est pas grave. C'est drôle. Non, vraiment, c'est très drôle. Je reconnais que certains Jean-Michel et Feftière pourraient ne pas trouver ça drôle. Et je m'en bats les couilles.
Et vous avez pas idée à quel point je m'en bats les noix. Ah, c'est chaud, les gars. Vous n'avez pas idée. Bon, ça, on y reviendra, vous inquiétez pas. Nous apprenons en nous amusant. C'est comme Adibou, mais c'est le Adibou de la violence. Si cette baguette avait été sur ressort, ça aurait été très probablement le meilleur système d'éjection que je connais. Mais bon. On peut pas tout avoir, manifestement. La Suisse n'a pas un budget illimité. Ceci, pour ceux qui se demandent, est un sabre de dragon, je crois, chez eux. Je ne me souviens absolument plus du modèle. Je sais qu'il y a 1896, il me semble, quelque part dedans. C'est joli, c'est assez germanique, dans l'âme. Bref. Bon, excusez-moi, je me dépoile 30 secondes, je vais pas garder le sabre tout l'épisode. Même si ça aurait une classe sans borne. Non, juste non. Comme je vous l'ai dit, le revolver modèle 1882 verra un successeur arriver. Le 82-29. Car oui, ça y est, enfin, j'en ai un à vous montrer. Il y a beaucoup de gens qui se demandent vraiment pourquoi est-ce que les Suisses ont adopté le 82-29. Très obsolète. Extraordinairement obsolète. À poudre noire, parce qu'en fait c'était d'un coût très raisonnable pour la fédération. D'autre part, c'était simple. Tout le monde savait déjà comment ça marchait. Et il n'en fallait pas beaucoup pour savoir comment ça marchait. En conservant puissance et fiabilité, même si puissance c'est quand même relativement relatif, ça ne veut rien dire, mais c'est pas grave. Il est simplifié par rapport au 82, ce qui veut donc dire qu'il est moins cher, il est moche. Excuse-moi, mais ça c'est hideux, hein, par rapport à ça. Même tout court d'ailleurs, c'est moche. Désolé d'avoir à le dire, mais c'est... Non, c'est dégueulasse. C'est probablement dû à son pontet, peut-être, qui est plus large. Ouais, hein, il est plus large, hein, j'ai l'impression. Bon, bref. Depuis 1926, le département militaire fédéral se penche un petit peu sur des économies de bout de chandelle, on se demande bien pourquoi, et étudie quand même le prix de revient entre celui-ci et le Parabellum. Et ils se rendent compte déjà que le Parabellum, c'est le double du 1882, mais que le 1882 revient désormais à 120 francs. Et que c'est beaucoup. L'intendance du matériel de guerre est donc sommée de fabriquer un revolver 1882 moins cher, plus simple, mais quand même de conserver toutes ses qualités, on va dire. Parmi les trucs qui modifient, il y a déjà le canon, qui est rond tout le long. C'est beaucoup moins cher à fabriquer. La poignée est un petit peu plus pentue, plus large, et surtout, on supprime cette espèce de creux qu'il y a au-dessus de l'anneau de calotte du 1882. Vous voyez, sur le 82-29, elle n'y est plus. Je vous expliquerai après à quoi ça servait, à quoi c'était censé servir. Ce qui fait qu'effectivement, le 82-29 a une meilleure prise en main. Je suis obligé de l'admettre, même si ça me fait chier. Et, arme parfaitement vide, le percuteur devient mobile. C'est-à-dire, vous voyez juste ici, je ne sais pas si vous le voyez, mais je vous ferai une photo. Il y a un tout petit axe qui retient un percuteur mobile. Déjà, ça élimine une part des ratés, et d'autre part, ça permet de changer le percuteur sans avoir à refaire tout le chien. Mais ça me désespère. Parce que c'est laid. C'est laid, mais on va voir si c'est précis ou pas. Enfin, si c'est plus ou moins précis, mais je pense pas. Donc il garde son système à badi. Hein. Tu mets ta mune, tu tournes. Tu mets ta mune, tu fermes. Déjà, première impression, mais je ne suis pas certain que ce soit vraiment dû à la mécanique. Je pense que c'est peut-être dû à l'exemplaire. L'armement est un peu plus simple. Peut-être que la base du chien a été revue. La prise de visée est moins bonne parce que le guidon est devenu... Alors déjà, le guidon est décalé de ouf. Je sais pas. Je viens seulement de le sortir, je l'ai pas essayé. Mais le guidon devient un poteau très légèrement triangulaire, alors qu'avant, eh ben, c'est un cran de mire rond. Et donc, qui se colle parfaitement dans la hausse qui, elle aussi, est ronde. Ah bah non, il est même pas tant décalé que ça. Ah ouais. Ouais. La baguette est simplifiée aussi.
Elle est moins épaisse, mais plus large. Ah ouais, ah oui, et elle n'est plus maintenue à l'avant. Il n'y a plus le canal qui est là. Ah tiens, ouais, ça j'avais jamais fait attention. Ouais. Ok. Elle sert toujours au démontage ou pas? Elle sert toujours au démontage. Ah non, c'est triste. Ça, je trouve que c'est triste. Pardonnez-moi les Suisses, mais vous avez merdé. Je vous en tiens rigueur. Tous les Suisses. Absolument tous. C'est tous de votre faute. Il fallait voter pour un autre conseil militaire fédéral. Je pense que vous votez pas pour le conseil militaire fédéral. Mais quand même, c'est très dommage et c'est totalement de votre faute. Ouais. Alors, testons la double action. C'est toujours aussi dur. La prise de visée est vraiment pas bonne. En plus, j'ai un reflet sur le chien et il y a un moment de sa course où je vois plus rien. Clic. Je suis vide. Déjà, je ne suis que tristitude. Bon, sinon, la mécanique, c'est vrai, est littéralement la même. Ce qui fait que je pense que les troupes ont vraiment pas eu à se poser de problème. Enfin, je dis les troupes, les officiers, bien sûr. Et je me suis fait avoir par la queue de détente. Double action. Alors, d'une manière ou d'une autre... Alors, vous voyez, la portière a été largement modifiée aussi. Ah, oui. Je vois, ça a été modifié parce que figurez-vous qu'à cet endroit, il y a une vis et une petite queue d'aronde. Et là, le bouclier arrière est en une seule pièce. Enfin, l'arrière du cadre, quoi. Ah, c'est peut-être pour ça que ça marche mieux. C'est peut-être tout simplement parce que celui-là, il a un petit défaut. Je préfère quand même le mien, parce qu'il est plus beau. Il est plus beau et surtout, il n'est pas en B. Parce que oui, le 82-29 est en B. Alors, l'annexe de surclassement se plantait gravement sur les 82-29. Ils ont été libres pendant quelques temps, et puis là, le service central a quand même décidé que bon, ouais, ça suffisait les bêtises, donc les 82-29 sont bien en B1, celui-ci reste en DE. Et donc fatalement, non seulement lui, il a un intérêt de collection supplémentaire, mais en plus, il a un intérêt juridique, réglementaire. Attendez voir, je vais aller voir ce que j'ai fait. Écoutez, j'ai un peu l'impression que je me suis envolé. Maman, je m'envole. Mais à part ça, encore une fois, je suis là pour tirer, je suis là pour m'amuser, je suis là pour vous apprendre des trucs, je suis pas là pour faire du point. Le reste, je m'en fous. Donc ce truc est fabriqué de février 1933 jusqu'à juin 1946. Ils sont numérotés de 50 011 à 68 000 et des bananes 68 200, je sais plus quoi, je crois. Et dans l'armée, le modèle 1882-29 est porté exactement dans le même étui que le modèle 1882. La preuve, ça c'est l'étui de mon modèle 1882 et ça c'est l'étui du 1929. Ils sont identiques avec des rabats qui couvrent, alors déjà le logement du revolver et ensuite des petites alvéoles en toile pour les munitions. De l'autre côté, deux passants de ceinture, le macaron du fabricant à chaque fois. Alors celui-là, Gatler à Berne, je sais pas si ça dit quelque chose à quelqu'un. Et celui-ci, c'est Loisère à, putain de sa mère, Grosse-à-Folterne. Grosse-à-Folterne. Si quelqu'un habite à Grosse-à-Folterne, je suis désolé pour toi, mon ami. Et puis sur les côtés, il y a bien entendu deux petits anneaux qui permettent l'adjonction de la bretelle. A noter que les gardes-frontières, qui d'ailleurs ont été à ma connaissance les seuls à bénéficier des 1882-29P, donc privés, eux avaient un étui spécifique que j'ai jamais vu. Je l'ai jamais vu sur le marché, je l'ai jamais vu dans un bouquin, je l'ai jamais vu en vente nulle part, je sais même pas à quoi il ressemble. En revanche, que j'ai déjà vu assez souvent dans les bouquins, c'est l'étui qui va là-dedans. Ce passage dans le cul de la calotte sert à faire passer l'étui cross. L'étui cross du revolver 1882. En gros, imaginez celui-ci qui se terminerait par une espèce de plaque, de petits 4x2 là, en acier, avec une petite agrafe, et ça se rentrerait comme ça dedans. C'est Schmidt qui a fait breveter ça dans plusieurs pays, et son achat était officiellement recommandé par l'État suisse. Pesait 600 grammes, ce qui est pas énorme, mais ce qui est beaucoup plus que celui-là. Le problème, c'est que visiblement, aucun de ces cons d'officiers n'en a acheté. Ce qui fait que il est extrêmement rare
Dans les collections suisses, il est déjà extrêmement rare. J'en ai vu un seul en vente en Suisse. Et ça valait 500 francs mis aux enchères. Je sais pas à combien il a terminé. Ça m'a tellement dégoûté, j'ai même pas regardé. Dans les collections françaises, je vous en parle même pas. Quand j'ai commencé le métier, un des premiers trucs qu'on m'a dit, je vous jure, un des premiers trucs qu'on m'a dit et dont je me souvienne, c'est « Adrien, putain, t'es con, tu pourrais te laver. » Non, pardon, non, c'était pas ça. L'étui cross du 1882, c'est un mythe. C'est un des premiers trucs qu'on m'a dit. C'est un mythe. Il est tellement rare qu'à l'époque, la plupart des professionnels ne croyaient même pas à son existence. Mais bon, malgré son côté rare et pas acheté, ce logement-là perdure jusqu'au modèle 29, qui, du coup, lui, ne l'aura plus. C'est très dommage, ça, vraiment, j'aurais adoré pouvoir tirer comme ça. Évidemment, pendant qu'on était à parler des accessoires, le 1882 possède ça. Ça, c'est son kit de démontage et nettoyage. Il est tout entier contenu dans cette poignée, en laiton, vous voyez, qui est très belle. On dévisse ça, et on a une brosse et un tire-chiffon. Et ensuite, en dévissant cette vis-là, donc là déjà vous voyez, on a le tournevis, mais en la dévissant, hop, ça sort. Et aux surprises, ça c'est une tige filetée. On la rentre dans l'autre sens. On peut visser ça dessus. Et c'est génial. Hop là. C'est trop classe. Ça, c'est trop classe. Et ça fait partie des choses, figurez-vous, que j'ai mis très longtemps à avoir. Parce que quand j'ai commencé et que j'ai eu mon 1882, ça a été une de mes toutes premières armes d'ailleurs, de prix, on va dire. Là, j'ai fait une affaire de sagouin. J'ai cherché ce truc-là, et à l'époque, c'était extrêmement cher. On n'en trouvait pas. Et puis quand je suis arrivé à côté de la frontière, là, on m'a dit... T'en veux combien de palettes? Donc j'ai dit 2. Résultat, j'en ai encore, pour ceux que ça intéresse. Mais du coup, voilà, ce truc est extrêmement ingénieux. Et ça, pour le coup, j'adore. Je sais qu'on en fait des à peu près pareils maintenant, mais autrement moins qualitatif et pas top. Et puis en plus, là, il y a un tournevis. Dans l'autre, il n'y a pas de tournevis. Le truc tout pourri, là, où toutes les marques mettent leur logo, là... c'est vraiment de la merde, ce truc. Alors que ça, c'est vachement bien. Avec tous ces accessoires, là, ça m'étonne qu'ils aient pas pensé à sortir un réducteur de son. Ah, mais attends. Attends. Hé, les Suisses, c'est quoi ça? Dis rien, les autres, dis rien. C'est quoi ça? Bon, allez, il m'en reste encore 5 dans la boîte. C'est lui que ça concerne. Tirons un coup au 1882. Ah, que coucou! Bon. Je crois que j'étais très haut. Si c'est le machin que je vois tout en haut, là, j'étais extrêmement haut. Rapprochons le petit frère et le grand frère. Tirons à 2 armes si nous y arrivons. Restons prudents et d'une approche tout à fait sécurisée. Là, on est bon. Là, on est bon. Là, on est toujours bon. Là, on est toujours bon. Oh, ça fait un bruit tellement sexy! Pour ceux qui se demandaient, tirer à 2 armes, il n'y a qu'à Hollywood que ça marche. Mais je crois que j'ai tout mis en cible, si je me gourre pas. Monteur, dis-nous si oui ou sinon. Bon bref, écoutez, ça a été un grand plaisir, 4 ans après, d'enfin pouvoir vous montrer le 1882. J'espère que cet épisode n'a pas été trop pénible pour vous. Je suis très fatigué, donc je suis désolé si j'ai raconté de la merde comme d'habitude, mais j'espère que non. Voilà, ce 1882 et ce 1882-29 vont pouvoir retourner à leur digne place. Celui-ci en vente et puis l'autre chez moi. Parce que ça, c'est mon mien à moi que j'aime. Avec des poinçons de la Waffenfabrik tout partout. Non, vraiment, l'armement suisse me fait délirer. Je n'en reviens pas de la complexité de votre littérature. Par rapport à la nôtre, c'est hallucinant. Alors, par rapport à la nôtre actuelle. Parce que c'est vrai que fut un temps où on était à égalité. Mais maintenant, vous nous surpassez de très loin. Vos études sur votre armement réglementaire, c'est imbuvable. Très sincèrement, c'est imbuvable. Bon, bref. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Merci aux abonnés. Merci beaucoup aux tipeurs qui m'aident beaucoup. Je ne vous réclame rien, mais si vous pouvez et que vous voulez faire plaisir, c'est avec plaisir. Mangez de la fondue. Buvez du vin blanc. Ciao!
Ah non, mais ce n'est pas possible. S'il vous plaît. Salut à tous. Voilà, aujourd'hui je vous montre un truc différent. C'est pas un château, ce sont mes montagnes. Je suis chez moi, dans ma région d'origine, si vous voyez ce que je veux dire. Le taux d'humidité est à peu près de 298%. Juste là, coule la source qui donne la meilleure eau du monde. Voilà, cherchez pas, la meilleure eau du monde, elle est là. Vous pouvez la voir si vous voulez. Des rochers, de l'herbe extrêmement verte. Voilà. Cette eau là, c'est la meilleure du monde. Il n'y a pas mieux. Limite, elle a des vertus curatives, cette eau. Ceux qui sont curieux, là, à cet endroit-là, là, vers cette direction-là, c'est là où j'ai tiré le premier coup de feu de ma vie. C'était ici. Et c'était un 16 à broche. Voilà. Là, dans le coin, là, cette fourmilière existe à cet endroit-là depuis que j'ai 1 an, je crois. Donc ça fait 30 ans que cette fourmilière est là. Bon voilà, là, comme vous pouvez le voir, il pleut sa race. Parce que, bah, voilà. Montagne de Haute-Savoie, il pleut. On a eu des 5 août avec ce temps-là. Voilà. Mais ça donne la meilleure eau du monde et du bon fromage. Voilà. Bonne vidéo. Ah bah non, c'était juste avant. Je vais la mettre à la fin, salut. Salut.